Bonjour à tous et bienvenue dans le panel qui est facilement et de loin le plus important financièrement de tout le festival, car c'est ainsi que toutes les autres grandes idées et les propositions, les choses qui doivent se produire, dont tout le monde parle, sont réellement payées. Sans l'argent, que demandent nos mouvements, nos campagnes, sur quoi nous devons nous concentrer? Eh bien, l'essentiel, c'est qu'en 2021, nous avons de nombreuses opportunités de lever de nouveaux fonds supplémentaires pour lutter contre la pauvreté, pour atteindre les ODD, pour mettre fin au Covid avec de l'équité et pour réussir dans toutes nos ambitions climatiques. Notre cher ami Omi Karas Brookings est avec nous dans cette réunion et il a proposé un chiffre. Il estime qu'environ 1 billion de dollars par an de financement supplémentaire sera nécessaire pour les 10 prochaines années pour être dans le stade de ce qui est nécessaire pour atteindre les ODD. Et à travers les différentes choses dont nos experts vont parler, nous allons parler de comment lever ce billion de dollars supplémentaires par an. Ils vont nous parler des aides officielles au développement. Arpinder Kolakok nous en parlera. David McNair nous parlera de la dette et de la liquidité. Homi parlera des banques multilatérales de développement et de ces choses très sexy appelées droits de tirage spéciaux. Mavis Dianvi Ousu parlera des impôts, de ce que les experts appellent la mobilisation des recettes nationales. C'est donc la mobilisation des ressources nationales, je veux dire, et aussi de la manière pour nous assurer que l'argent soit mieux dépensé. Ensuite, Mike Hackman parlera des obligations liées au ODD et Maya Mehta parlera des liens ou des obligations sociales et Anita Bhatia du UN Women nous joindra plus tard pour parler des finances ventilées par sexe et des obligations liées au genre. Nous allons examiner toutes leurs contributions pour voir comment lever ce billion de dollars supplémentaires. Mais avant de passer la parole à nos orateurs, j'aimerais dire que le Covid a représenté un appel massif aux ressources mondiales et il a également rappelé de manière frappante les inégalités extrêmes auxquelles nous sommes tous confrontés. Mais ce que je crains, c'est que beaucoup d'entre nous avions oublié jusqu'à quel point notre monde est inégal. Et donc, pour mettre cela en termes financiers et brutaux, il y a quelques années, on estimait que par personne et par an, dans les pays les plus pauvres, le monde avait environ 115 dollars par personne à dépenser pour atteindre les ODD, dont 8 dollars par personne par an pour la santé, environ 26 ou 23 dollars pour l'éducation, et ainsi de suite, et peut-être 13 ou 14 dollars pour les filets de protection sociale. Donc, par personne et par an, au strict minimum, nous avons besoin d'environ 350 dollars par personne et par an dans les pays les plus pauvres. Et puis, ainsi de suite. Nous sommes loin de ce dont nous avons besoin, nous avions besoin même avant pour atteindre les ODD. Et le Covid nous a fait reculer davantage. Nous avons donc besoin de la créativité de chacun des orateurs de ce panel, à la fois sur les sujets spécifiques dont ils vont parler, mais aussi sur la manière dont ils peuvent aller au-delà de la somme de leur partie. Si nous voulons obtenir un nouveau contrat éco-social pour les personnes sur la planète et pour la réalisation des ODD, et pour finir avec le Covid, avec de l'équité, nous devons trouver ce billion de dollars. Écoutons tout d'abord Arpender sur les ODA. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi sont-ils importants? Merci beaucoup, Jamie. J'aimerais commencer par souligner que le financement ne consiste tout simplement pas à augmenter le montant total de dollars. Je comprends tout à fait l'importance d'avoir un chiffre, mais je tiens vraiment à souligner qu'il s'agit également de mobiliser le bon type de financement pour la bonne initiative. Les financements publics et privés sont donc importants pour le succès des ODD, mais nous ne pouvons pas, l'un ne peut pas remplacer l'autre. Ces deux types de financement ont des rôles tout à fait uniques à jouer et c'est pourquoi une combinaison des bons mécanismes financiers est essentielle. C'est pourquoi je pense que ce panel est formidable parce qu'il examine toutes ces composantes sans se concentrer sur une seule. Mais vous m'avez demandé de parler de l'aide publique au développement, qu'on appelle ODA ou APD.
eh bien, c'est un flux de financement public international majeur. Il est spécifique, je pense, unique parce qu'il cible la pauvreté et l'aide à certaines des personnes les plus pauvres et les pays les plus pauvres du pays. Aujourd'hui, l'AOD ou l'APD a été l'épine dorsale du changement social dans de nombreux pays. Complétant les faibles niveaux de financement public national dans de nombreux pays pour soutenir les services d'éducation, de santé et de changement social. De nombreux pays, Jamie, comme vous l'avez dit, dans ces pays, les ressources publiques nationales sont trop faibles en raison d'une assiette fiscale très faible pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes. Et c'est là que les APD entrent en jeu. Permettez-moi de vous donner un exemple. Nous estimons que les gouvernements doivent dépenser environ 79 dollars par personne et par an pour fournir une couverture de base en services de santé essentiels. Cependant, en 2019, 22 gouvernements de pays à faible revenu ne dépensent que 10 dollars par personne et par an en soins de santé, à peine 10 dollars. Et puis, nous pouvons amener les AOD. Et là, la moyenne des contributions au cours de la même année a été de 11 dollars supplémentaires par personne et par an par rapport au budget de soins de santé dans ces pays à faible revenu. Donc, nous avons un rôle complémentaire, mais cela est encore loin d'être suffisant pour répondre aux besoins de millions de personnes dont les services de santé de base n'existent tout simplement pas. Donc, l'aide officielle au développement joue un rôle important. Elle cible explicitement la pauvreté, elle peut renforcer le capital humain, elle peut répondre aux besoins des personnes touchées par les crises et elle peut être investie dans des mécanismes de résilience pour renforcer les communautés contre les chocs. Donc, cependant, ce n'est pas suffisant pour répondre vraiment aux besoins des communautés mondiales actuellement dans cette crise. L'un des chiffres que je voulais partager avec notre public aujourd'hui, c'est que l'AOD a été très importante pour certains types de pays et elle a de plus en plus ciblé certains des pays où les besoins sont les plus grands. En 2018, l'AOD représentait 26% du total des flux de financement extérieur vers les pays les moins avancés et 17% vers les États fragiles. Donc, l'aide officielle au développement joue un rôle important, mais malheureusement, certaines de nos analyses plus récentes, en particulier de l'Initiative internationale pour la transparence, qui est une source pour les dernières données, montrent que les engagements de l'AOD en fait, ne sont pas soutenus par les gouvernements au niveau dont nous aurions besoin. Et notre préoccupation actuelle, c'est que les engagements en termes d'AOD des gouvernements par rapport aux pays en développement diminuent. Notre analyse montre une baisse d'un quart l'année dernière. Ce sont donc des engagements destinés aux pays en développement, tandis que l'AOD dispersée par les instituts financiers internationaux a augmenté l'année dernière. Mais il sera difficile à maintenir cette augmentation sans une reconstitution des gouvernements. Et par rapport à l'AOD, j'aimerais dire que ces aides ont la forme de prêts. 96% de toute l'AOD fournie à travers les institutions financières internationales en 2020, c'était sous forme de prêts et non pas sous forme de subventions ou de transferts monétaires. Merci, merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitiez rajouter quelque chose? Excusez-moi, je vous ai coupé. Oui, j'allais ajouter un petit peu plus sur ce que notre public peut faire pour maintenir cette pression. Je pense qu'il est important que les gouvernements connaissent la valeur que l'AOD peut jouer dans cette crise actuelle. Et ce serait formidable que notre public puisse se concentrer vraiment sur la pression qui devrait être exercée sur le maintien et l'augmentation de l'AOD plutôt que de les réduire. Absolument. Nous sommes nombreux au Royaume-Uni à lutter contre une proposition de réduction du gouvernement de 0,7% du PNB à 0,5. Ceci ne doit pas être autorisé. Ceci est presque illégal. Nous devons nous assurer que le Parlement, les conservateurs qui sont au gouvernement ne permettent pas que ces réductions soient transposées dans la loi parce que nous avons au Royaume-Uni une loi selon laquelle 0,7% des revenus du pays doivent être donc consacrés à l'aide internationale. Nous devons donc continuer ainsi et soutenir cette campagne. Maintenant, David, c'est à vous. L'annulation de la dette. Nous avons parlé un peu de la transformation de l'aide en prêt. Parlez-nous de la dette. Bien sûr. Eh bien, la dette en soi n'est pas mauvaise. Nous empruntons de l'argent pour acheter une maison, pour payer nos études, pour investir
pour l'avenir et pour les gouvernements. La dette donc permet au gouvernement d'investir dans des routes, dans la connectivité numérique, les aéroports, le genre de choses qui stimulent l'investissement et qui créent des emplois. Et donc, ceci aide aux gens à sortir de la pauvreté, ceci vous permet de gagner de l'argent comme une taxe différée, mais ces emprunts doivent être remboursés avec des intérêts et les investissements doivent être rentables et ils doivent être gérables. Cela veut dire trois choses. Tout d'abord, le coût des remboursements doit être abordable. Ensuite, la façon dont vous dépensez cela est important. Et puis, troisièmement, les prêteurs doivent être flexibles pendant la plus grande crise que nous vivons depuis une génération. Et donc, nous savons que le Covid a durement frappé de nombreux secteurs et entreprises, le tourisme, les emplois de fonds des migrants, d'autres formes de revenus qui ont également diminué. 90% des revenus du gouvernement fédéral nigérien ont été dépensés sur le service de la dette. Et cette année, le pays a réduit son budget pour la santé et l'éducation, en partie pour faire face à ces paiements au titre du service de la dette. Alors, que doit-il se passer en premier? Nous avons besoin d'une suspension du service de la dette pendant la crise. Cela ne veut pas dire que la dette soit annulée. Cela signifie simplement que les paiements sont reprogrammés pour libérer de l'argent pour aider les pays à répondre à la pandémie. Certains gouvernements ont joué leur rôle, les prêteurs privés et les institutions, cependant, ne l'ont pas fait, comme la Banque mondiale. Donc, l'année dernière, il y a eu des solutions partielles, mais on doit aller de l'avant. Nous avons besoin également d'une approche beaucoup plus globale à l'égard des pays qui ne peuvent plus gérer leurs dettes. Et ceci doit inclure tous les prêteurs, y compris le secteur privé. Certains pays ont demandé une restructuration de leurs prêts. Certains ont atteint leur cote de crédit. Donc, nous avons besoin d'une meilleure solution pour gérer cela efficacement. Finalement, nous devons nous assurer que les pays à faible et moyen revenu peuvent emprunter à bas prix et ne paient pas de primes de risque parce qu'ils sont perçus comme des économies plus petites ou à plus grand risque pour les prêteurs. Et les banques centrales sont impliquées et ont aidé par rapport à cela. Comme Omi le dira plus tard, nous avons besoin également d'un important plan de relance économique pour aider les pays à surmonter la crise et à mieux se reconstruire. Donc, ceci n'est pas une mauvaise chose, mais nous devons gérer cela efficacement. Pendant les crises, les prêteurs doivent être flexibles. Que pouvons-nous faire? Eh bien, vous pouvez pousser votre gouvernement à soutenir la suspension de la dette, la restructuration de la dette. Vous pouvez également faire pression pour ces plans de relance parce qu'en fin de compte, ceci nous aidera à atteindre les ODD plus rapidement, plus efficacement et nous permettra de répondre à la pandémie, ce qui est dans notre intérêt à tous. Merci, David. Omi, c'est à vous maintenant. Le rôle du FMI et la Banque mondiale, nous en avons déjà parlé. Que devrait-il faire de plus maintenant? Merci, Jamie. Vous savez, je pense que tout le monde sait que cette crise a été une crise aux proportions historiques. Et j'aimerais rappeler à tout le monde les dimensions de notre crise. Eh bien, il y a des pays comme le Belize ou les Maldives. Ce sont des pays qui ont perdu plus d'un cinquième de leur production totale en 2020 parce qu'ils étaient très dépendants du tourisme. Et le tourisme, bien sûr, s'est écrasé. Mais dans presque tous les pays en voie de développement, il y a eu de vraies réductions des dépenses dans l'éducation, des dépenses dans les routes, des investissements publics qui ont accompagné les récessions dans ces pays. Et ceci ne peut être compensé que si les gouvernements sont en mesure d'emprunter de l'argent et s'ils disposent des fonds nécessaires pour inverser ces baisses. Et c'est pourquoi nous sommes arrivés à ce chiffre d'environ 1 billion de dollars supplémentaires par an. Et sur ce billion, je dirais qu'au moins 150 milliards devraient être devraient aller vers des pays à faible revenu et de 550 à 600 milliards supplémentaires devraient aller vers les pays à revenus moyens et les autres pays qui sont relativement aisés. Donc, si nous avons besoin de tout ce volume d'argent, d'où peut-il venir? Beaucoup de personnes disent que cela peut provenir des marchés financiers privés, car c'est là qu'il y a les gros sous. Mais c'est vrai en partie. Les marchés financiers ont un grand volume d'argent
Mais pour la plupart des pays en développement, comme David l'a mentionné, cet argent est assez cher et il faut que l'argent soit moins cher. Et c'est là que le FMI et les banques multilatérales de développement interviennent. Il y a eu beaucoup de discussions jusque maintenant sur la création par le FMI de nouveaux instruments de liquidité appelés droits de tirage spéciaux. Mais fondamentalement, le FMI peut presque créer de l'argent qu'il peut allouer au pays. Nous parlons de quelque chose comme l'équivalent de 650 milliards de dollars, mais lorsque le FMI fait cela, il alloue l'argent au pays plus ou moins proportionnellement à leur poids économique. Et cela veut dire que la plus grande partie de l'argent ne va pas aux pays en développement qui ont subi les plus grands chocs économiques. Cet argent va plutôt aux pays du monde qui sont les plus grands et les plus importants du point de vue systémique. Donc en plus, nous avons besoin d'un mécanisme pour réallouer ces droits de tirage spéciaux vers les pays qui en ont le plus besoin. Nous devons également comprendre que les droits de tirage spéciaux sont une émission unique. Ils peuvent être vraiment utiles pour la crise immédiate, pour la prochaine année ou les 2 prochaines années, mais ils ne pourront pas financer cette augmentation de, disons, des niveaux d'investissement dont nous avons besoin. C'est là qu'interviennent les banques multilatérales de développement. Les banques multilatérales de développement se tournent essentiellement vers les marchés de capitaux privés, empruntent sur ces marchés. Elles utilisent ensuite leur effet de levier et leur solidité financière pour emprunter à un très bon marché. Et puis, elles peuvent transmettre ces économies à des pays en développement individuel. Si les banques multilatérales de développement avaient un petit peu plus de capital, une, une utilisation un petit peu plus ambitieuse et créative du capital qu'elles ont déjà, elles pourraient certainement augmenter leur niveau de prêt annuel de moins de 250 milliards de dollars par an. Donc, c'est une partie très importante de l'augmentation dont nous avons besoin. Et je pense que pour faire cela, elles doivent être très sûres que cet argent va vraiment vers des choses qui vont générer les ressources financières, les ressources qui vont permettre au pays de rembourser ensuite l'argent à l'échéance dans 10 ans ou 15 ans, car c'est la durée typique d'un prêt d'une banque multilatérale de développement. Il doit donc y avoir un lien beaucoup plus étroit entre le financement des banques multilatérales de développement et les plans des pays par rapport au ODD et leurs propres engagements au titre de l'accord de Paris. Pourquoi ne font les banques multilatérales de développement ne font pas cela déjà maintenant? Eh bien parce que leurs actionnaires sont inquiets. Ils sont préoccupés par le fait que les banques, les BMD prennent plus de risques. Ils craignent aussi que les diverses garanties que les BMD ont déjà imposées ne soient pas affaiblies. Mais je dirais que qu'en cette période de crise extrême, les pays en développement ont besoin de beaucoup plus de flexibilité pour utiliser leur argent comme ils l'entendent, plutôt que selon des directives très strictes et uniformes qui peuvent être établies ailleurs, car sans cela, ils ne peuvent pas répondre aux crises de la manière qu'ils jugent appropriée. Je pense donc que les banques multilatérales de développement auront un rôle très important à jouer à l'avenir. C'est la seule source de financement qui convient à ce type d'investissement de développement à long terme. Le capital privé, comme nous l'avons vu pendant la crise, est un petit peu trop pro-cyclique et un peu trop cher pour être aussi utile dans de nombreux endroits pour les investissements au développement. Merci. Merci, Yomi. Je pense qu'il est extrêmement important que tous les militants et la communauté des défenseurs des ODD et une action claire et précise. Nous avons une réunion de printemps à venir, nous en reparlerons plus tard, mais la réunion du FMI, la Banque mondiale, les ministres de finances du G7 et du G20
Voilà, nous voulons que cette question des droits de tirage spéciaux et ce mécanisme de redistribution de ces droits force la Banque mondiale à être moins conservatrice par rapport à ses bilans pour fournir beaucoup plus de ressources rapidement. Mais cela doit s'aligner et soutenir des plans bien gouvernés et gérés par les pays. Mavis, vous pouvez continuer à partir de là. Que font les pays pour augmenter la qualité et la quantité des ressources nationales des impôts pour s'assurer que cet argent soit bien dépensé? Merci beaucoup, Jamie. Comme nous le savons tous, les gouvernements obtiennent l'argent qu'ils dépensaient auparavant pour les services de santé et d'éducation à partir des impôts collectés. Et plus d'argent ils collectent, plus ils peuvent dépenser. En 2018, les recettes intérieures ne représentaient que 19% du PIB de l'Afrique. Cela représente 143 milliards de dollars ou 443 milliards de dollars. Cela représente 7,5% de moins que ce que le reste du monde a collecté. Et comme résultat du Covid, nous avons perdu une grande partie de cet argent et nous estimons que nous avons perdu environ 179 milliards d'argent sur le continent. Mais ce n'est pas seulement le montant que nous collectons qui compte, mais aussi la manière dont nous le dépensons. C'est pourquoi la gestion des finances publiques est importante. La gestion des finances publiques en Afrique continue de s'améliorer. En 2019, sur les 20 pays qui ont montré la plus grande amélioration de la gestion des finances publiques selon la Banque mondiale, 7 d'entre eux se trouvaient en Afrique. L'Afrique a une population jeune et elle doit veiller à ce que cette population soit éduquée et qualifiée pour l'avenir. Cela exige que les gouvernements aient l'argent nécessaire pour financer l'éducation. Actuellement, les gouvernements africains consacrent environ 5% de leur PIB à l'éducation, ce qui est le deuxième taux le plus élevé de la région. Alors que les pays africains consacrent des ressources importantes à l'éducation, la région a les pires performances en termes d'efficacité de la dépense de cet argent. D'après la Banque africaine de développement, l'Afrique a 58% d'efficacité pour l'enseignement primaire, 41% pour l'enseignement secondaire. Et bien, ces résultats affichent 20 points de pourcentage en moins que la deuxième région la moins performante. Donc, si les dépenses des finances publiques étaient plus efficaces dans l'éducation en Afrique et si elles étaient comparables à celles de l'Amérique latine, le taux d'achèvement des études primaires de la région passerait de 79% à 98%. Comment pouvons-nous apporter des améliorations? Premièrement, nous devons augmenter les niveaux d'imposition et par conséquent augmenter le montant des ressources nationales que les gouvernements doivent dépenser. Il y a plusieurs manières pour faire cela. Tout d'abord, nous devons améliorer la transparence budgétaire. Nous devons renforcer la capacité, les outils dont disposent les autorités fiscales pour collecter les impôts. Nous devons, nous devons battre les flux illicites et la corruption. Nous devons nous assurer que nous pouvons conclure des accords mondiaux sur la fiscalité des sociétés multinationales et sur l'économie numérique en croissance rapide pour qu'elles paient une part plus équitable des impôts. Deuxièmement, une gestion solide et transparente des finances publiques est essentielle pour renforcer la confiance des donateurs et de nos contribuables. Cette confiance est susceptible de garantir les revenus accrus dont nous avons besoin à partir de nos contribuables et des citoyens et les entreprises qui paient leurs impôts, ainsi que la confiance dont nous avons besoin de la communauté internationale pour contribuer davantage à l'aide au développement à l'étranger ainsi que les sociétés multinationales. Alors, que pouvons-nous faire à l'avenir? Il y a des opportunités pour pouvoir rebondir et nous reconstruire d'une meilleure manière. Par exemple, la budgétisation transparente dans le cadre des investissements que les pays ont fait sur la reprise du COVID-19. Nous pouvons vraiment être transparents dans la manière dont cet argent a été dépensé et renforcer la confiance des citoyens. Par exemple, partager la manière dont les budgets limités dont disposeraient les pays a été utilisé pour fournir une protection sociale et un soutien pour les petites et moyennes entreprises qui ont été fragiles pendant cette période. Deuxièmement, les gouvernements peuvent saisir cette opportunité de mieux se reconstruire pour rationaliser leur budget, pour se concentrer sur ce qui est important, pour éliminer les doubles emplois entre les ministères de tutelle. Et troisièmement, ils peuvent déterminer comment ils intégreront les plans d'adaptation et d'atténuation dans les domaines politiques principaux pour s'assurer que les pays reconstruisent des économies résilientes et capables de résister aux futurs chocs climatiques et sanitaires. Et finalement, les gouvernements devraient identifier et investir dans des domaines de croissance qui peuvent contribuer à la mobilisation des revenus
nationaux et dans les domaines qui peuvent vraiment les aider à atteindre les objectifs de développement durable. Je pense qu'en faisant cela, comme David et Omi l'ont souligné à juste titre, l'argent ne provient pas uniquement des ressources nationales, mais il provient d'un large éventail de sources. Mais si les gouvernements peuvent augmenter leurs ressources nationales, s'ils peuvent trouver des économies d'efficacité dans la manière dont ils dépensent leur argent, je pense que jusqu'à 70% de ce billion de fonds pourraient être trouvés pour le financement des ODD. Et bien sûr, ils devront emprunter une partie de cet argent, mais je pense que ceci peut vraiment orienter ce programme. Permettez-moi un exemple rapide. La Banque mondiale estime que nous avons besoin d'environ 7 milliards par an pour atteindre l'ODD sur la nutrition. Actuellement, on estime qu'avec des ressources et une efficacité accrue, les pays à faible revenu peuvent contribuer au même à 50% de cet argent et les pays à faible revenu et moyens revenus peuvent contribuer de 70%. Donc, j'appelle tous les militants à demander à vos pays d'être transparents sur leur budget et d'amener les entreprises à payer une part plus équitable des impôts. Merci. C'était excellent. Merci, Mavis. Mike, les obligations liées au ODD, comme Mavis l'a dit également, le secteur privé investirait davantage si la gouvernance était meilleure aussi, poussée par la demande des citoyens pour cette amélioration. Mais expliquez-nous, qu'est-ce que les obligations liées au ODD? Merci. Je suis très chanceux parce que je peux me baser sur les contributions fantastiques qui ont eu lieu auparavant. Alors, les obligations basées sur les ODD est une idée assez simple en substance. Vous prenez une obligation normale. Une obligation est la manière dont la plupart des pays empruntent de l'argent. Donc, ils le remboursent en taux d'intérêt fixe. Et donc, si vous associez cette obligation à des KPI convenus, en liant l'obligation aux indicateurs clés de performance, ce que vous pouvez faire, c'est fournir des incitations ou structurer cette obligation d'une manière qui puisse profiter au pays qui emprunte l'argent. S'il est en mesure de fournir les indicateurs de performance clés qui ont été convenus. Ainsi, vous pouvez avoir une situation dans laquelle un pays, basé sur ses propres stratégies nationales, comme vous l'avez dit au début, Jamie, en utilisant les priorités ou les objectifs de ce pays, eh bien, peut structurer cette obligation de telle manière que si le pays est capable d'élever le niveau de sa gestion des finances publiques exactement de la manière que Mavis vient d'expliquer avec une clarté excellente, eh ben, vous pouvez avoir des donateurs ou d'autres organisations qui interviennent à travers d'initiatives comme les marchés du carbone ou des solutions basées sur la nature qui génèrent des revenus et qui réduisent les frais d'intérêt pour le pays qui a emprunté l'argent. Et la raison est critique, elle renvoie exactement à ce dont David et Omi ont parlé avant, c'est que les marchés financiers actuels que nous avons développés au cours des 20 dernières années pour permettre l'emprunt par les pays à faible revenu et à moyen revenu ne sont pas adaptés. Les taux d'intérêt sont trop élevés et juste au moment où les pays doivent emprunter, comme c'était le cas l'année dernière pendant la crise, ce qui se passe, c'est que le marché obligataire ferme et les investisseurs privés prêtent tout cet argent à l'Allemagne et aux États-Unis. En améliorant la qualité des dépenses qui découlent de ces emprunts, en liant ces obligations à ces indicateurs de performance, à ces ODD, en fournissant ces taux d'intérêt réduits. Lorsque les gouvernements respectent leurs propres priorités de dépenses, nous pouvons réduire le coût de la dette, mais je pense qu'avec le temps également, il est prouvé que vous allez faire que ce marché obligataire soit plus stable et qu'il soit plus facilement accessible pour les pays qui en ont besoin. Ceci semble un peu fantaisiste, mais en fait, ce type d'obligation a déjà été émis par de nombreuses entreprises dans les économies développées et donc c'est un grand domaine de croissance des investissements en ce moment et cette même idée peut
être utilisés pour créer des partenariats pour réduire les taux d'intérêt, pour avoir une plus grande fiabilité de la dette dans les pays à faible et moyen revenu. L'ampleur de ces marchés obligataires, pour terminer rapidement, Jamie, est énorme et je pense que une grande partie de 30% restant de ce billion dont Mavisa parlait, eh ben, nous pouvons y arriver. Nous devons pousser nos gouvernements, les acteurs du marché privé pour qu'ils commencent à penser à prêter de l'argent de cette manière plus responsable tout en créant ces liens avec les indicateurs de performance clés pour nous rapprocher des ODD plutôt que d'avoir des financements qui travaillent séparément des objectifs que tout le monde à ce festival souhaite atteindre. Merci. Fantastique. Voilà, c'est comme si c'était le capitalisme de nos grands-parents. Voilà, c'est mettre vos manières et votre moralité sur l'argent pour le faire pointer dans les directions souhaitées par les citoyens et par les pays. Et c'est le jujitsu. C'est ce genre de choses fascinantes. Et Maya va parler également des obligations sociales. Vous avez la parole, Maya. Merci, Jamie. Oui, les obligations sociales sont une manière, un moyen excellent de contribuer à combler le déficit de financement des ODD à grande échelle. Ce qu'elles nous donnent, c'est l'accès à une vaste nouvelle masse de capital, ESG, donc des investissements basés sur l'environnement, la société et la gouvernance, comme les fonds de pension, qui sont de plus en plus sous la pression des consommateurs pour placer des investissements socialement responsables dans leur portefeuille et exclure les activités nuisibles controversées. 2020 a été un tournant à plus d'un titre. Nous avons vu des émissions d'obligations sociales sans précédent sur le marché en raison de la pandémie. Nous avons vu des milliards consacrés à répondre à des besoins sociaux vraiment urgents comme les soins de santé, le chômage et le bien-être de la communauté. Un exemple notable a été l'obligation de 3 milliards de dollars levée par la Banque africaine de développement qui est allée pour aider à améliorer l'assainissement et l'approvisionnement en eau durable et à construire des hôpitaux. Et tout cela a conduit également à la création d'emplois. Et ce n'était pas seulement les grands gouvernements et les banques de développement, les entreprises aussi se sont impliquées. L'année dernière, un autre exemple intéressant pour aborder un autre problème social pressant a été les obligations d'entreprises durables de 5,75 milliards de dollars émises par Alphabet, qui est la société mère de Google, et c'était pour aider à lutter contre pour l'inclusion raciale. Et voilà, ils ont dit qu'ils allaient utiliser cet argent pour financer des entreprises et l'éducation de personnes noires. Donc, c'est un mélange entre les projets verts et les projets sociaux. Alors, comment générer vraiment des revenus à partir de projets sociaux? C'est pourquoi nous voyons souvent les projets verts et sociaux mélangés comme un seul pack. Maintenant, nous avons un autre défi, c'est la mesure de l'impact social. Oui, vous voulez dire éviter le blanchiment écologique, le blanchiment social et le blanchiment des ODD. Oui, voilà, éviter tout type de blanchiment. Nous devons développer des méthodes cohérentes pour pouvoir collecter des données et rapporter des données aux investisseurs. C'est beaucoup plus facile dans le monde scientifique écologique ouvert. Vous avez des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, c'est un processus nuancé pour calculer cela, mais c'est plus facile que de mesurer l'impact sur l'amélioration et sur les moyens de subsistance, par exemple, tout comme pour la génération de revenus. Pour le monde vert, c'est plus facile pour eux parce que vous avez des actifs commerciaux tangibles plutôt que dans le monde de l'impact social. Un autre défi pour les obligations sociales est le coût, parce qu'il y a évidemment un coût financier. Pour mettre une obligation sur le marché, il faut engager toute une série de conseillers professionnels. Mais il y a aussi un coût juridique et de réputation potentiel si vous ne faites pas cette divulgation correctement, si vous ne vous conformez pas au règlement sur les prospectus obligataires et sur une nouvelle vague de législation dans le cadre de l'UE, par exemple. Là, vous avez un problème. Et vous ne voulez pas vous faire accuser de blanchiment social ou de vente abusive. Mais voilà, il y a des choses que nous pouvons faire sur le marché pour aider. Comme je l'ai dit, nous pouvons développer des outils que les investisseurs peuvent utiliser pour mesurer ces données sociales. Et un outil important, en fait, un cadre important,
sont les principes des obligations sociales de l'Association internationale des marchés de capitaux. En 2017, ils ont décidé qu'ils ne devaient pas simplement améliorer la transparence, mais il faut aller au-delà. Ils ont donc développé des principes basés sur l'utilisation des bénéfices, la sélection des projets, et ils ont toute une gamme de critères sociaux. Ainsi, par exemple, les projets peuvent inclure la sécurité alimentaire, des logements abordables et ils doivent bénéficier aux populations cibles, les populations marginalisées, les minorités, les personnes handicapées. Donc, tout ceci est très aligné avec les ODD. Donc, je pense que 2021 sera une année intéressante. Nous nous préparons tous à la COP 26, le sommet sur le climat. Et il n'y a pas que le climat. Grâce à des concepts utiles comme la transition juste, qui dit que lors de la transition vers une économie sobre en carbone, nous ne devons laisser personne pour compte. Il y a beaucoup de discussions autour d'un COP inclusif, comment nous pouvons garder donc l'accent mis sur les obligations sociales avec des outils créatifs et cohérents et avec la pression de la communauté. Nous espérons que nous pourrons nous assurer qu'il s'agit d'un outil inclusif pour tout le monde. Fantastique, merci Maya. Nous ne nous préparons pas seulement pour le COP 26, mais nous préparons également au Forum Génération Égalité, n'est-ce pas? Anita? Oui, exactement. Merci. Les orateurs précédents ont déjà parlé d'une manière excellente de ce qui se passe sur le marché par rapport aux obligations. Donc, je vais parler aux obligations liées au genre. Je voulais dire aussi pourquoi ceci est si important cette année. Eh bien, parce que nous l'avons dit à plusieurs reprises, et il faut le répéter, les femmes, nous avons vraiment souffert à cause de la pandémie et nous avons souffert surtout dans trois domaines, les revenus, la santé et la sécurité. Chez ONU Femmes, nous avons suivi les mesures politiques que la plupart des gouvernements ont prises dans le cadre d'un très grand programme de relance budgétaire et économique pour comprendre si ces impacts ont ou été pris en compte ou pas dans les réponses politiques. Donc, un facteur que je tiens à partager avec vous, c'est que sur les pays que nous avons analysés chez ONU Femmes, à travers l'outil du PNUD sur la politique mondiale en matière de genre, et vous trouverez tout ça sur notre web, eh bien, de tous ces pays analysés, seulement 12%, seulement 25 pays ont eu des réponses globales qui ont couvert la violence contre les femmes, les mesures de protection sociale, ainsi que des mesures visant à garantir que les femmes réintègrent le marché du travail. Maintenant, j'aimerais parler des obligations basées sur le genre parce que c'est quelque chose qui n'existe pas pour les souveraines. Il y a pas mal de banques privées qui ont émis des obligations de genre et en fait, les souveraines n'ont pas encore émis d'obligations de genre, principalement parce qu'il y a certaines choses qui manquent. Et ces choses qui manquent concernent par exemple les standards. Qu'est-ce qu'une obligation de genre? Est-ce une obligation sociale avec une base de genre ou est-ce quelque chose spécifique au genre, au sexe? Ce que nous pouvons dire, c'est que nous considérons que c'est un mécanisme de reddition de comptes très important parce que comme nous l'avons dit précédemment, les dépenses consacrées au genre par les ministères sont généralement très variables et la plupart des gouvernements n'ont pas de marqueurs de genre qui montrent vraiment où vont ces dépenses. Donc ceci est essentiellement une question de budgétisation publique. C'est pourquoi la budgétisation sensible au genre est vraiment importante, mais elle ne suffit pas. Ce qui est vraiment nécessaire, c'est à la fois de pouvoir suivre les dépenses, mais ensuite de pouvoir vérifier que l'utilisation de l'argent et les projets sélectionnés pour lesquels l'argent sera utilisé ont effectivement un impact sur le genre. C'est là que dans une institution comme ONU Femmes et d'autres, c'est là que nous intervenons parce que nous pouvons aider pour dire oui, ceci aura vraiment un impact sur le genre. J'ai quelques chiffres à partager avec vous. La taille du marché global des obligations vertes et durables était l'année dernière de 300 milliards et
sur ces 300 millions, 2 milliards étaient consacrés au genre ou alignés avec le genre. Donc nous avons un très long chemin pour parcourir. Nous savons qu'il y a beaucoup d'investisseurs institutionnels intéressés à cela. Nous avons parlé à un gouvernement en particulier. Et puis aussi, il y a des investisseurs intéressés à faire des placements privés. Donc nous savons que l'appétit existe. Mais ce que nous n'avons pas encore, c'est le cadre entièrement développé qui contiennent à la fois les principes, les définitions, à travers les marqueurs de genre pour les projets admissibles. C'est sur quoi nous travaillons. Il y a aussi la question de l'offre et de la demande. Nous sommes enthousiasmés du fait que par rapport au prochain forum Génération Égalité, il y a déjà quelques pays qui ont des plans d'emprunt, des projets d'emprunt pour cette année et qui sont prêts à envisager de penser à une obligation de genre et à convertir l'une des émissions régulières qu'ils allaient faire dans une obligation de genre. En dernier mot, Jamie, nous avons parlé, et j'ai entendu les orateurs précédents qui ont parlé des engagements, des compromis plutôt. Nous devons mettre sur la table la question des dépenses sur la défense et les implications de cela si les gouvernements continuent de dépenser comme ils le font maintenant pour la défense. Cela faisait partie de la plateforme et de la déclaration d'action de Pékin. Nous devons revenir sur cette question car à mesure que le PIB a diminué, à mesure que le gâteau se rétrécit et que vous devez faire plus de compromis, eh bien, nous voyons des réductions importantes sur des questions clés qui comptent pour les femmes et les filles. Nous avons vu les chiffres de l'UNESCO, de la Banque mondiale qui viennent de sortir sur la baisse des dépenses dans l'éducation. D'où viendra cet argent? Et quelque chose doit apporter cet argent. La défense peut l'apporter. Donc, prenons l'argent des dépenses en armes et transférons-le vers les femmes et vers les filles. Oui, comme le président Biden l'a dit hier ou la veille, il a dit, si les gens parlent de valeurs, montrez-moi leur budget et je vous dirai quelles sont leurs valeurs. Et je pense que vous avez absolument raison. Ces obligations liées au genre sont une sorte d'outil clé pour débloquer plus de financement, mais sans oublier le fait que nous avons également besoin de plus de AOD. Nous avons besoin de plus de mobilisation des ressources nationales. Nous devons également tirer mieux profit des emplois de fonds dont nous n'avons pas encore parlé. Nous devons également envisager de réformer les subventions aux combustibles fossiles, les éliminer et réorienter ces fonds vers la santé et les ODD. Donc, il y a beaucoup d'autres choses dont nous n'avons pas pu parler dans ce panel aujourd'hui, mais je tiens vraiment à vous remercier, Anita, Maya, Mike, Omi, Mavis, David et Harpender. C'était une discussion extrêmement importante. C'est ainsi que nous pourrons collecter au moins $1 billion par an, ce dont nous avons besoin pour les 10 prochaines années. Voilà, ce sont les outils et les mécanismes qui existent. Ce ne sont pas des fantaisies, ils sont pratiques, ils sont disponibles. Ils ont besoin d'un petit coup de pouce. Et donc, les participants, les orateurs et les personnes qui ont vu ce panel doivent s'engager. Nous avons besoin de vos campagnes, de vos voix, de votre engagement. À l'heure actuelle, nous devons également faire de la pression sur les ministres des Finances du G7, du G20, les principaux actionnaires du FMI, la Banque mondiale, les principaux ministères des Finances du Sud et de toute l'Afrique pour améliorer la quantité et la qualité des dépenses pour répondre au Covid, pour financer la reprise du climat vert et réinitialiser le système pour les ODD. Et à travers les outils dont le panel a parlé, je pense que nous savons tout ce qui est disponible. Et nous avons également les données, les dates clés ici. Nous avons un sommet sur le développement climatique au Royaume-Uni dans quelques jours, à peine dans moins d'une semaine. Ensuite, nous avons les réunions des ministres des Finances du G20 et du G7 et de la Banque mondiale et du FMI dans la première quinzaine d'avril. Puis nous avons le sommet crucial de Biden sur le climat. Nous allons participer au forum Génération Égalité, puis le G7 organisé par le Royaume-Uni. Donc le premier semestre de l'année est plein d'opportunités pour entendre ce dont le panel vient de parler et pour faire des campagnes sur les positions que nous
que nous allons prendre auprès des décideurs politiques. Il y a voilà, des campagnes qui ont réussi à collecter des centaines de milliards de dollars pour les ODM et les ODD, et donc nous devons améliorer notre jeu ensemble parce que nous devons lever plus d'un billion de dollars supplémentaires par an. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec ces outils et cette créativité, je pense que nous pourrons y arriver. Sur cela, je tiens à remercier le panel. Merci. C'était formidable et j'ai hâte de travailler avec vous tous pour nous assurer que tout cela devienne une réalité.